Eh bien, bonsoir, bienvenue sur GPTV. Je suis avec Cédric Lamère et Mehdi Samy. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Voilà, alors on se voit parce que le lancement de nouvelle campagne de financement de précommande plutôt, parce que chez Blackbook c'est plutôt de la précommande, de Chroniques oubliées contemporain deuxième édition, et où vous avez bien sûr travaillé dessus. C'est pour ça que vous êtes là. Donc, si on va rentrer de suite dans le vif du sujet, si vous voulez bien. Déjà, quelles ont été vos responsabilités? Qu'est-ce que vous avez chacun apporté à cette nouvelle mouture de Chronique oubliée contemporain? Comment ce qu'il veut. Hein. Je commence, c'est vrai? Allez, vas-y. Oui, oui, vas-y. Ouais, c'est parti. Alors pour ma part, j'ai repris les règles de Chronique oubliée contemporain en travaillant sur le projet de Toulouse Origine, que j'ai intégré un peu sur le tard, parce que les auteurs originaux ont dû quitter le projet. Et la, en fait, dans la continuité, parce que entre-temps, Chronique oubliée Fantasy seconde édition était sortie, se posait la question pour BBE de sortir la seconde édition évidemment de Chronique oubliée contemporain pour pouvoir en assurer le suivi parce que ça aurait été anachronique de proposer une nouvelle sortie sous la première édition alors que la seconde édition de Chronique oubliée Fantasy était déjà sortie. Et en plus de ça, les règles avaient été largement revues dans Cthulhu Origin. Donc, pour ma part, je me suis concentré, voilà. C'est bien. Et pour ma part, je me suis concentré sur donc l'écriture des règles. Il y a eu un travail on va dire, de dépoulpisation de Cthulhu Origin pour revenir à la racine de Chroniques oubliées contemporain. Et puis un travail un peu repulpisation en mode action, aventure, un peu plus prononcé par rapport au ton plus dramatique, un peu plus mortel de Cthulhu Origin. Voilà comment je me suis retrouvé impliqué dans le projet. Ça s'est fait en fait un peu tout seul. Et puis en parallèle, il se trouvait qu'il y avait une campagne sur laquelle je travaillais depuis déjà 4, bientôt 5 ans, et qui était du Chronique oubliée contemporain, a priori. Et donc les deux projets se sont joints l'un à l'autre. Mais par coïncidence, parce que l'un et l'autre allaient être prêts pour le début de cette année. Voilà. D'accord. Les fondements, vrai. les fondations, c'est donc Cthulhu Origin en fait. En fait, tout est parti de là. En fait. Oui, c'était pas planifié, mais Ouais, tout est parti effectivement du constat quand on a repris le projet de Cthulhu Origin, de se rendre compte que euh, Chronique oubliée Cthulhu, la boîte d'initiation, je pense que tu en as entendu parler, est plus qu'une boîte d'initiation. On s'est rendu compte à l'usage que c'était un jeu complet. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour jouer, pour débuter, c'est certain, mais pour jouer vraiment, même quand on a d'expérience. Et pour moi, pour avoir utilisé cette boîte, en avoir fait usage dans d'autres environnements, pas que pour du Cthulhu, puisque je suis joueur d'autres jeux, notamment sur un vieux jeu qui s'appelle Hollow Earth Expedition, pour les amateurs du genre. J'ai utilisé Chronique oubliée Cthulhu pour ça. Et quand on a repris le projet Cthulhu Origin, on s'est rendu compte que ce qui était intéressant, c'était de reprendre c'est qu'on n'avait pas grand-chose à ajouter en fait à Chronique oubliée Cthulhu. Mais qu'en revanche, revenir sur ce qui était les bases de l'univers Lovecraftien, de son folklore, et donc un univers moins pulp, parce que le Chronique oubliée Cthulhu est vraiment parfait pour faire du pulp adventure, mais pour faire de l'horreur pulp à la Lovecraft, moins, parce que le taux de mortalité n'est pas le même. Les points de choc ne suffisent pas à explorer le côté folie, et puis il y avait aussi tout ce côté prise de conscience de l'horreur cosmique. Quand on joue en mode pulp adventure et action, il y a plus de rebondissements, plus d'action, et on s'attarde pas trop sur le côté sentiment, traumatisme, prise de conscience, quelque chose de gigantesque qui vous submerge, et le côté un peu désespérant qu'on retrouve dans les esprits, dans les récits de Lovecraft. Donc du coup, on a repris ça, on est revenu un peu vers cette source, et puis ça a donné Cthulhu Origin. Ça a impliqué de revoir le système de jeu
en profondeur. C'en était l'occasion, et notamment parce que une des choses que je voulais faire personnellement, enfin, qui me tenait à cœur personnellement, c'était de supprimer le système de niveau qui existe dans la première édition de Chroniques oubliées contemporains et dans la boîte de Cthulhu, en fait, hein, Chroniques oubliées Mhm. Cthulhu. Et à partir de là, l'idée était de éliminer ces niveaux, mais ne pas être paresseux, donc trouver une solution alternative. Et la solution alternative, ça a été le système d'échelle sur 20, bah, évidemment, référence au D20, aux 20 niveaux, etc. D'accord. Donc voilà comment progressivement le système a évolué d'un système très pulp adventure à un système plus Mhm. dramatique, et comment on est passé d'un système avec niveau à un système sans niveau. Et puis au bout de ce cheminement, il y a eu le raisonnement qui était de dire, bon, ben, maintenant, on va appliquer toutes ces modifications qui vont beaucoup plus loin. Elles ont affecté le système de combat, les courses de poursuite, la Mhm. manière de gérer les chocs psychiques, etc. Parce que c'est plus développé. Alors c'est particulièrement développé dans Toulouse Origine, évidemment, beaucoup moins dans Chronique oubliée contemporain seconde édition, mais il y a quand même des règles pour gérer ça. Mhm. Et puis à partir de là, décliner le système d'une manière générique pour pouvoir l'exploiter ensuite. D'accord. Mhm. Voilà. Ah ben toi, Cédric, comment tu t'es retrouvé embarqué là-dedans? Parce que si je me trompe pas, donc sur l'origine, tu n'as pas bossé. Enfin, Ouais, dis-moi si je me pas du trompe. tout. Voilà. Oui, pas du tout sur Cthulhu Origin en fait. Donc moi j'ai le projet précédent sur du Chroniques oubliées en fait sur lequel j'ai travaillé, Mhm. c'est les légendaires, il est derrière là-bas. Mhm. Donc les légendaires c'est du Chroniques oubliées mini en fait, Chroniques oubliées Mhm. Fantasy mini. Moi je connais bien la gamme Chroniques oubliées pour l'utiliser énormément autour de moi pour faire de l'initiation. Mhm. Et on va dire, j'étais aussi l'idée derrière le Chroniques oubliées contemporain, c'était aussi de fournir des univers. Hein. On peut presque dire que le Chroniques oubliées Cthulhu, c'est un petit peu le Cthulhu Origin. Là, c'est un petit peu le premier module là pour le Chroniques oubliées contemporain, le premier univers en fait qui est publié. Hein, c'est un petit peu ça. Hein. Mhm. Et en Quelque fait, part, on a un peu fait les choses à l'envers. Ouais. et voilà. Mais en fait, l'idée, c'est que dans le prolongement, en fait, le Chroniques oubliées contemporain 2, ça va être le système générique qui va Mhm. permettre aussi de se plonger dans d'autres univers. Et il Mhm. s'avère que parmi les univers qui étaient pressentis pour sortir avec le jeu, il y a un univers qui s'appelle Vigilant City. Vigilant City, c'est un univers de Romain D'Huissier, qui est un univers on va dire de super-héros, mais un peu sombre, c'est-à-dire vraiment Mhm. les justiciers masqués sans pouvoir qui essaient de comment je pourrais dire, de se mettre dans un esprit de vengeance vis-à-vis de Mhm. criminels ou de mafia ou de choses comme ça. Et cet univers-là, il a été créé à l'origine par Romain D'Huissier dans un casus belli. C'est un Mhm. univers que je connaissais bien et en fait, naturellement, en fait, quand Romain a proposé de faire du Chroniques oubliées contemporain 2 avec cet univers-là, moi j'ai eu envie d'écrire des scénarios pour ce jeu-là. Mhm. Et puis tant que j'y étais, et étant donné que je trouvais que le système de Chroniques oubliées contemporain 2 s'y prêtait plutôt bien, j'ai aussi proposé d'autres petits scénarios, Mhm. d'autres même petits univers, dont certains ont été retenus, peut-être pas pour la première vague, mais on est encore en train Mhm. d'en discuter. Et puis il y a surtout, du coup, moi je suis intervenu en tant que scénariste. Mhm. Donc j'ai D'accord. un scénario dans la partie livre de base, qui est plutôt orienté, on va dire, film d'action. Et puis j'ai un autre scénario donc dans le Vigilant City, Mhm. qui lui est plutôt orienté effectivement en vengeance contre la mafia, donc vraiment dans l'esprit de l'univers de jeu en question. D'accord. Voilà. Donc Je Quand crois que tu me dis je ça, crois parce que qu'en fait, c'est vrai que, j'ai une petite question pour vous deux, justement. C'est l'orientation au niveau éditorial. Parce que moi, que je me rappelle de Chroniques oubliées contemporain, c'était une sympathique boîte à outils, mais qui partait un peu dans tous les sens. Donc, si je comprends bien, dès le début, là, vous apprenez une ligne d'orientation avec vraiment des scénarios plus longs. Il n'y aura pas tout, on pourra tout jouer dans ce bouquin qui va sortir, ou ça va des suppléments qui vont arriver plus tard. Est-ce que alors, vous suivez ma question? oui, tout à fait. Ah oui, oui, je vois qu'il y a effectivement, il y a de la suite dans les idées. Oui, la réponse évidemment est oui. En fait, euh, pour cette précommande,
l'intention, et pour cette seconde édition, l'intention, c'est de produire un livre Mhm. qui finalement va être différent sur un point en particulier par rapport à la première édition, c'est qu'il est beaucoup plus court. On est sur un livre qui fait environ 120 pages, D'accord. donc un prix moins élevé aussi. Mhm. Qui dit livre de 120 pages environ, au lieu de 300 et quelques sur la première Mhm. édition, signifie qu'on va pas avoir cette structure en chapitres boîte à outils correspondant à chaque genre à l'intérieur du livre de base. Euh, D'accord. L'idée est, à la start de ce qu'on fait justement avec de ce que Romain a fait et Cédric a notamment participé. Et Cédric, tu as aussi donné un coup de main à Romain sur la partie règles de Vigilante City, Tout à fait. si je ne me trompe pas. C'est Et ça. c'est ça. Et, Oui, oui. donc, l'idée est de décliner, plutôt que de tout tasser en boîte à outils assez superficielle, mais utile, mais sur lesquels on ne s'étale pas davantage. Ouais. L'idée est de proposer un livre de règles assez court, assez accessible, et puis proposer le premier ouvrage, on l'espère, d'une longue série, à savoir Mhm. Vigilant City. Ces ouvrages étant eux aussi assez courts, ils vont compter environ 80 pages Mhm. maximum, 70 à 80 pages. Et l'idée est de proposer à chaque fois la boîte à outils, mais seconde édition que l'on trouvait déjà dans la première édition, Mhm. mais augmentée d'un univers, d'une proposition d'univers complète d'un auteur, et d'un à deux scénarios qui ne sont pas des scénarios de 4 pages. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, dans la première édition, il y avait un Ouais, ouais. très petit scénario de 4 pages. Mhm. Là, on préfère aller vers des scénarios qui font entre 8 et 16 pages, Mhm. et on préfère qu'il y ait plutôt deux scénarios de 8 à 16 pages que un. D'accord. Donc, on est à chaque fois sur un ouvrage qui va contenir des règles, un Mhm. univers et un à deux scénarios qui sont assez longs et pour être vraiment intéressants et donner un D'accord. très bon aperçu de l'univers. Ok. Et Alors, évidemment, vas-y. moi, une des choses que j'ai vraiment apprécié là dans ce projet, c'est le fait que c'est vrai que Chroniques oubliées contemporains, la première édition, c'est une super boîte à outils, on peut faire ce qu'on veut avec, c'est vraiment un jeu dans l'esprit des jeux génériques, Mhm. c'est-à-dire qu'il va donner les règles de base, la déclinaison cyberpunk, la déclinaison avec les êtres magiques, la déclinaison avec machin, etc. Mhm. Super. Sauf que derrière, effectivement, on n'a pas vraiment d'univers avec une couleur spécifique d'univers. Mhm. On a des thèmes, en fait, des Mhm. genres Mhm. génériques qu'on peut adapter comme on veut. Alors Mhm. ça a une utilité, effectivement, hein, parce que c'est quelque chose qui permet du coup à des MJ de créer leurs propres univers, Mhm. etc. Mais si le MJ veut un univers entre guillemets tout fait, ben, il est après obligé d'aller chercher ailleurs un univers qui existe ou quelque chose qu'il connaît Mhm. déjà. Mhm. Là, l'idée avec Chroniques oubliées contemporain 2, c'est vraiment de se dire le livre de règles, c'est le livre de règles avec toutes les règles communes qui sont communes, quelle que soit la façon dont on va se servir du jeu. Mhm. Et après, derrière, chaque livret d'univers va arriver avec son univers et toutes les règles supplémentaires dont on a besoin pour vivre dans cet univers-là. Et du coup, il s'avère qu'effectivement, si on fait un univers sur les super-héros justiciers des rues, et ben Mhm. effectivement, on va avoir la panoplie pour faire des justiciers des rues. Si derrière on fait un univers polar des années 80, eh ben, on va avoir cet outillage-là. Si après derrière on fait quelque chose sur effectivement les êtres surnaturels, eh ben, on va avoir quelque chose sur les êtres surnaturels. D'accord. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de se lancer dans quelque chose où, du coup, la gamme Chroniques oubliées s'enrichit de nouveaux univers, Mhm. exactement comme on a pu avoir sur les Chroniques oubliées Fantasy. On avait des univers qui avaient quand même des couleurs. Les Osgins, ça a Mhm. une certaine couleur. Mhm. La Elite, ça a une certaine couleur. Ok. On va pas trouver la même chose dans le jeu d'à Mhm. côté. Et donc, Mhm. pour moi, on est vraiment sur une manière différente de le faire et une manière qui va permettre aussi d'avoir un suivi parce que quand on regarde un peu là comment est en train de se développer par exemple la gamme Chroniques oubliées Fantasy, il y a effectivement des scénarios en plus à côté, il y a un suivi Mhm. de l'univers qui est proposé. Mhm. Et là, ce qu'on espère, c'est que ça marche suffisamment bien pour pouvoir vous proposer les mêmes Mhm. choses, quoi. Ouais, ouais, c'est très, très, Exactement. très intéressant. Ça manquait énormément.
Je suis d'accord avec toi, ça manquait un petit peu. Moi, quand j'ai pris le premier contemporain que j'ai fait jouer, etc., je m'attendais à une gamme à la GURPS, tu vois, après avec des suppléments, style supplément Conan, style supplément, bon, là, on n'est pas Conan, c'était contemporain, mais tu vois, des trucs marqués autorisés. Donc Oui, maintenant, totalement. c'est vraiment ça C'est l'optique, ça. quoi. Ouais, c'est vraiment sympa, ça. Donc, vous avez choisi, comment ça s'est passé pour le choix, alors? Ouais, Vigilant City, parce que vous avez dû quand même pas mal discuter pour savoir par quoi commencer. Oui, il y a eu des discussions évidemment. Ouais. Il y a toujours deux critères, hein. Le premier qui est extrêmement terre à terre, c'est quel univers qui est disponible pour produire l'univers dans le délai Ouais. qui va lui être imparti. Ouais. Ça, c'est malheureusement peut-être très terre à terre, mais c'est un critère important. Et Mhm. puis, évidemment, avant ça, on voulait choisir des univers qui nous plaisaient. Donc, on a travaillé on a travaillé sur une liste. Mhm. Euh, En gros, l'idéal, ce serait de pouvoir produire un univers par genre, hein, dans Ouais. l'absolu, hein. Donc, on est, comme tu le dis, dans une logique un peu à la GURPS. Mhm. J'ai personnellement gardé d'excellents souvenirs de GURPS Conan, donc Mais c'est pour ça ça, va moi très aussi. bien comme jeu. Ah, c'est- et, et, euh, et puis, Vigilant City s'est imposé parce que c'est un univers pardon, qui d'abord nous plaisait. Il remonte Mhm. au numéro Casus, je crois au Casus numéro 16, Mhm. pour être exact, donc ça remonte un petit moment. Et c'est un univers dont on trouvait, bon, qui avait plu déjà à l'époque, dont des joueurs et des MJ reparlaient de temps en temps, et ça c'est quand même Mhm. un point important. Mhm. Et puis c'est un univers qui n'avait pas eu la place dans ce numéro de Casus qu'il aurait mérité. Parce Mhm. il était très intéressant, mais en nombre de pages, quand tu regardes certains autres projets, il y avait New York Gigant, il y avait Menace X, il y a eu d'autres projets au sein de Casus, et généralement, ces projets-là s'étalaient sur 3 à 4 numéros de Casus, et Vigilant City a eu un droit à un seul numéro, et c'est dommage compte tenu de la richesse de cet univers et de son Mhm. potentiel. Et puis là, bah, c'était l'occasion. Romain était disponible, euh, donc ça, c'était évidemment l'autre paramètre. Donc on s'est dit go, il n'y avait pas Mhm. besoin de réfléchir au-delà de ça. Euh, et puis voilà, et Mhm. nous voilà aujourd'hui, quoi. Mhm. Et Cédric, alors, Vision City, tu joues quel style de super-héros? Tu peux nous en dire un petit peu quand même. Oui, bien sûr. C'est des super-héros en caleçon mulburne, comme on dit, ou c'est des Alors, super-héros un peu plus discrets? Comment mais ça marche? pas vraiment. Donc, une des différences par rapport à d'autres jeux de super-héros, c'est qu'effectivement, on va jouer dans ce qu'on appelle le niveau street level. Donc on est vraiment des super-héros des rues, des héros de quartier. On va avoir une ambiance qui va beaucoup ressembler à des éléments de cinématographiques comme Sin City, comme la série Daredevil la plus récente. D'accord. On est vraiment dans du justicier Mhm. qui n'a pas de super pouvoir, se dresse contre on va dire un environnement qui est très sombre, qui est Mhm. très violent, D'accord. et donc dans une ambiance qui est un espèce de mix entre le comic books et le film noir, Mhm. sachant on est dans une époque qui est un petit peu suspendue dans le temps. Hein, Mhm. c'est pas vraiment figé dans une chronologie, et donc on va avoir effectivement une esthétique très Mhm. particulière, hein, qu'on a essayé de retranscrire donc avec Marianne et toute l'équipe de, de graphistes en fait, hein, Mhm. qui travaillent avec Black Book. Et effectivement, là-dessus, on est dans une ambiance très polar en fait, mais Mhm. avec des justiciers D'accord. qui se démènent dans cet univers-là. Et je trouve que ça colle assez bien comme choix, justement pour un Chroniques oubliées contemporain 2 qui lui aussi au départ Mhm. propose dans son socle de règles des choses qui permettent très facilement de rentrer dans ces histoires-là de guerre des gangs, de polar, de choses comme ça. Mhm. Et on a travaillé justement avec Mehdi pour arriver à, je dirais, avoir le bon tuning et la bonne quantité de règles génériques pour pouvoir gérer ce côté un petit peu plus pulp, hein, qui était très Mhm. différent du coup de Cthulhu Origin, hein, clairement, Mhm. mais qui profite du même moteur. Et alors la cerise sur le gâteau, si j'ose dire, c'est justement l'histoire de l'échelle. C'est-à-dire que
le système Chroniques oubliées contemporain 2, il s'amène avec toujours 2 échelles, hein, une échelle qui sert à gérer la santé des personnages, et une autre échelle qui est ce qu'on appelle l'échelle de l'univers. Et l'échelle de l'univers, en fait, on peut la customiser en fonction des besoins. Et donc là, dans le Cthulhu Origins, il y a une échelle qui correspond effectivement à la folie, la santé mentale, etc. Dans le système de base de Chroniques oubliées contemporain 2, on en propose une autre, hein, qui est un peu une échelle on va dire, de héros, un peu le protagoniste de l'histoire, qui va effectivement être réutilisé, notamment dans mon scénario de film d'action. Et puis dans Vigilant City, on va proposer une autre, qui est une échelle du justicier. Alors l'échelle du justicier, elle est vraiment basée sur le but narratif qui va s'être donné, en fait, en tant que justicier. Donc, par exemple, le justicier qui veut faire tomber telle mafia, ou le justicier qui veut révéler au grand monde les malversations de tel grand groupe d'entreprises, ou ce genre de choses. Et donc, ou trouver le meurtrier de sa sœur, ou quelque chose de ce genre-là. Et effectivement, au travers de cette échelle-là, il y a une progression, hein, qui n'est pas du tout une progression à niveau en termes de puissance, etc. C'est une progression dans la dramatisation du personnage. Et cette dramatisation du personnage l'amène effectivement à devoir de plus en plus se dépasser. Et le système fait que c'est comme ça qu'on gère un certain nombre de bonus et de choses qui arrivent en cours de partie. Mais voilà, c'était vraiment très intéressant de développer ça dans cet esprit où effectivement on se dit on est dans un univers qui se prête à ce genre de drama, entre guillemets, personnel, à chaque fois qu'il y a un héros qui est dans l'histoire. D'accord. Il y a un petit truc là que je voulais poser comme question, parce que traditionnellement, Chroniques oubliées, peu importe contemporain, enfin toute la gamme de Chroniques oubliées, ça se veut très accessible. Là, quand tu me dis il y a plus de niveaux, alors pour les gens les plus néophytes, le système de niveau, c'est un système très intuitif. On grimpe de niveau, on peut augmenter dans les voies, etc. Et là, comment vous avez trouvé la mécanique pour qu'on puisse progresser dans les voies en supprimant cette notion de niveau, par exemple? Je vais peut-être répondre. Alors, il y a un système de progression et il y a un système d'évolution. Le système d'évolution, c'est ce que Cédric vient d'évoquer. Ça passe par l'échelle. Et dans Cthulhu Origins, c'était l'échelle de conscience. Le personnage prend progressivement conscience de l'existence d'une horreur cosmique et sa vision, sa perception des choses et on va dire, ses priorités dans la vie vont osciller de quand je suis tout en bas de l'échelle, mon travail, ma carrière, mes amis, ma famille, la maison que j'ai envie d'acheter, etc., ou la nouvelle voiture, à quand je suis haut dans l'échelle, trouver ce livre à tout prix. Ah oui, c'est vrai que j'avais une famille autrefois. Ça fait des mois que je les ai pas vus, mais de toute façon, c'est pas important parce que dans une semaine, il y a une conjonction d'étoiles, il y a un culte qui va se réunir, il va y avoir un sacrifice humain. Bon, le sacrifice humain, c'est pas très important. C'est vrai qu'il y a 15 échelons plus tôt, ça aurait été absolument horrible et inenvisageable. J'aurais trouvé ça criminel, j'aurais appelé la police, mais là, il faut surtout pas parce que ça sert à un autre objet qui est quand même vachement plus important que la vie d'une personne. Voilà comment est-ce qu'un personnage peut évoluer à travers l'échelle. Et tout ça, ça s'accompagne de malus et de bonus. Et à côté de ça, il y a un système de progression. Le système de progression, il est très simple. C'est vraiment lui qui permet de progresser dans les voies. Et en gros, pour faire très simple, ce qu'on suggère, c'est pour chaque séance de jeu de 3 à 4 heures, peu importe que le scénario dure 3 séances, 5 séances ou se fasse en une seule séance, une séance de jeu égale 1 point d'expérience. Évidemment, le meilleur de jeu est libre de moduler ça s'il le veut, mais ça, c'est la recommandation de base. Et avec un point d'expérience, on peut acquérir une voie au rang 1. Pour en passer au rang 2, il faut 2 points d'expérience. Pour passer au rang 3, 3 points, etc. Et donc, pour passer du rang 4 au rang 5 d'une voie, il va falloir jouer pendant 5 séances de jeu pour pouvoir progresser de cette manière-là. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre mécanique autour de la progression. Et ça marche plutôt bien, en fait, justement, avec des personnes qui sont débutants ou qui abordent le jeu de rôle comme étant pas leur, entre guillemets, leur premier environnement dans le monde ludique, mais clairement comme étant un nouveau média. Hein. C'est que on progresse très très vite au début. Et puis ça se ralentit un petit peu à la fin. Mais en fait, c'est bien parce que justement, au début, on a besoin, notamment avec
je dirais des joueurs qui débutent, de construire un petit peu son personnage, de se l'approprier, de pouvoir le modeler un petit peu. Et donc le fait de pouvoir se dire bah tiens j'ai joué et puis tout de suite derrière je peux m'acheter un nouveau truc. Puis après bon bah je rejoue 2 ou 3 fois et puis je peux me racheter un nouveau truc. En fait ça passe bien quoi. C'est pour l'avoir essayé ça marche plutôt pas mal. Donc, dans le livre de base, enfin le livre de règles, hein, puisque c'est un livre de 120 pages, le meneur du jeu a quand même suffisamment d'outils pour faire de la création derrière. Et qu'est-ce qu'il peut créer comme système, en fait, comme environnement, comme setting? Parce que c'était très varié un petit peu dans la première édition, mais c'était même un peu trop, quoi. Voilà, c'était un peu. La première édition, tu as raison, la première édition était très boîte à outils et on pouvait. Bon, évidemment, la conséquence quand on est au milieu d'une boîte à outils, c'est qu'on va choisir certains outils, on va avoir tendance à délaisser les autres. Là, on est recentré sur le corps du système de jeu. Donc, il n'y a pas de chapitre consacré, par exemple, il ne va pas y avoir de voix de super-héros, pas encore. Il ne va pas y avoir il va pas y avoir de voix pour gérer la cybernétique, pas encore non plus. Et il ne va pas y avoir de voix pour les différents genres ou survivre dans un monde apocalyptique et autres. Il n'y aura pas de règles pour ça, et ça viendra avec les ouvrages qu'on espère pouvoir sortir si on rencontre le succès qu'il faut. Et puis, par contre, avec ces règles-là, il y a tout ce qu'il faut pour animer un univers contemporain, et par contemporain, j'entends qui va en gros de nos jours et qui peut reculer jusqu'à quasiment jusqu'au 19e siècle parce que les problématiques, enfin, physiquement, physiologiquement, les gens sont les mêmes. On est à peu près sur une technologie qui évolue entre, on va dire, la seconde moitié, la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours. On est sur des armes, des outils, des objets, des moyens de déplacement qui sont relativement communs. Les voitures ne roulent pas de la même manière, elles ne sont pas aussi sécurisées. Il n'y avait peut-être pas d'avion à un moment donné, mais il y avait des dirigeables. Mais en gros, on est un peu sur la même déclinaison des mêmes choses, à Internet près. Et donc, on est vraiment sur quelque chose qui nous permet de jouer dans tous ces univers-là. Ce qui n'est pas encore proposé, évidemment, c'est tout ce qui est cybernétique, magie, super pouvoir, etc. Pour ce qui est des justiciers, le problème est réglé depuis Vigilant City, puisque ça va venir avec. Donc là, il y aura des voix supplémentaires, il y aura les voix des justiciers, il y a même quelques voix plus génériques qui sont rajoutées, mais qui cadrent particulièrement avec les univers des justiciers. Et puis évidemment, il y a de l'équipement qui vient avec, il y a une échelle qui vient avec. Dans le livre de règles, on va trouver une échelle, qui est l'échelle du héros, que Cédric utilise dans son scénario, qui est inclus dans le livre de règles. Et cette échelle du héros, en gros, elle est beaucoup plus dynamique que celle de Cthulhu Origins, si on veut comparer. Cette Cthulhu Origins, une prise de conscience, c'est irréversible. Donc on va toujours vers plus haut, jusqu'à ce que ce soit trop tard. Et là, par contre, sur l'échelle du héros, on est dans un mode film d'action ou pulp adventure, où ça monte et ça descend. Et on dépense des points pour obtenir des bonus et on monte en échelon, on monte sur l'échelle soit en obtenant des réussites critiques, en obtenant un échec critique, on va grimper d'un échelon, en jouant les défauts de son personnage, en sortant une bonne phrase, etc. Et je donne, dans ce petit chapitre consacré à l'échelle, je donne des outils qui permettent de créer sa propre échelle. Je rappelle aussi que pour jouer avec toute la mécanique du livre, l'échelle n'est pas indispensable. On peut parfaitement jouer sans échelle d'évolution avec toutes les autres règles, parce que c'est pas lié à d'autres, ou conditionné à d'autres, aux voix par exemple, ou à d'autres caractéristiques. Mais ça permet d'enrichir et de donner une saveur unique à l'univers. Donc en gros, on va retrouver évidemment tous les éléments pour créer son personnage, toutes les voies de base, il y en a 18. Il va y avoir évidemment des biens et services, donc des équipements divers et variés. Il y a un système de combat, un système de course-poursuite. Et puis, il y a un autre point qui est un système de rencontre. Enfin, un système de rencontre, plutôt un système de création de PNJ. On va dire ad hoc. Une mécanique très simple qui permet de très vite pouvoir définir quelle est la puissance ou quelles sont les caractéristiques d'un PNJ en fonction de l'importance de son rôle dans un scénario.
Donc en gros, il va y avoir 3 niveaux. On va avoir les PNJ plutôt figurants et plutôt les seconds rôles, plutôt les premiers rôles, et les uns et les autres n'auront pas les mêmes autant de capacités ou autant de points de caractéristiques que les autres. Ça permet très vite de créer des personnages en fonction de l'importance qu'on compte leur accorder, y compris en cours de jeu quand on doit improviser, parce que comme d'habitude, les joueurs sont partis dans une direction qu'on n'attendait pas. Donc voilà un peu le principe. S'ajoute à ça un point de règle sur lequel dont on avait pas mal discuté avec Cédric, notamment Romain aussi, qui était le mode rapide et furieux. Alors ça, c'est un mode qui est spécifique à la seconde édition de Chroniques oubliées contemporains, qu'on trouve pas dans Cthulhu Origins. Et en fait, ce sont des encadrés qui, dans la présentation des systèmes de combat, des courses-poursuites, de la résolution des tests, de la création de la gestion des PNJ, permettent d'aller plus vite par exemple, pouvoir résoudre une action sans avoir à jeter des dés, même dans une situation de tension. On propose une solution pour ça. Pouvoir résoudre des combats quand il y a plusieurs adversaires. Alors ça, c'est typique, par exemple, parfaitement adapté à Vigilance City et aussi au scénario en mode film d'action hollywoodien. Quand, par exemple, un personnage à tout hasard qui s'appelle John Wick est poursuivi à bord de sa voiture par un gang de motards, et eux, ils sont 5. Effectivement, la course-poursuite, on pourrait s'amuser à la décomposer en 6 poursuivants différents. Mais là, on propose une mécanique qui permet de créer des groupes. Alors, on peut faire un seul groupe de 5 motards, ou alors 2 groupes, un groupe de 2, un groupe de 3. Et chaque fois que John Wick donne un coup de pied à un motard, il l'élimine. Et en fait, les points de leur échelle de santé à eux, c'est le nombre de motards. C'est pas chaque motard n'a pas sa propre échelle de santé. Et du coup, ça permet d'accélérer et de rendre plus dynamique les courses-poursuites. D'accord. Donc voilà comment est-ce qu'on a articulé le système de façon à ce que ça reste toujours accessible et simple, parce que c'est du chronique oublié. Mais si on a envie d'accélérer les choses, pas rentrer dans le détail d'une course-poursuite parce que c'est pas le cœur du scénario, on peut l'abréger très facilement. Si vraiment un personnage est particulièrement doué, on peut lui dire, OK, tu réussis ton tir automatiquement parce que ça n'a pas de sens de te faire jeter des dés dans ce cas de figure, etc. Et donc voilà les différentes options qu'on propose. Ouais, c'est passionnant tout ça. Faut nous faire un truc sur les James Bond, hein, parce que moi, James Bond, ça fait longtemps que j'attends du James Bond français. Hein. Pensez-y. Il y a peut-être quelque chose sur l'espionnage. Il faut. Dans nos tiroirs, il y a peut-être quelque chose sur l'espionnage. Ça, c'est sûr, on y réfléchit, c'est certain. Alors c'est très intéressant ce bac à sable structuré qui me fait penser un petit peu à du Savage World français, quoi, hein, repris avec vos idées, parce que je connais bien ton univers, Cédric, et j'adore ce que tu fais. J'aime beaucoup ce que tu fais avec Romain. Donc c'est vrai que on a quand même je sens quand même que derrière il va y avoir une French touch qui va permettre de donner du caractère à ce jeu. Donc par contre, vous n'avez pas eu peur de vous orienter de suite sur une seule direction pour la campagne, c'est-à-dire que, bon, évidemment, ça a été une concertation, je pense que vous n'avez pas pondu ça comme ça d'un coup, mais c'est vrai que le challenge est assez fort par rapport à l'habitude qu'ont les pledgers d'avoir des boîtes qui leur permettent d'aller dans toutes les directions. Là, vous n'avez pas peur que ça soit seulement au début qui soient intéressés par la campagne, ceux qui sont uniquement utilisés par l'univers de super-héros? Alors, je suis pas trop inquiet parce que le livre de règles en lui-même couvre vraiment le style contemporain, action, enquête policière, et évidemment, Vigilance City s'inscrit dedans dans son style un peu film noir, Sin City et aussi Hero Pulp des années 30 de Shadow, parce que c'est vraiment de ça qu'est parti Romain à la base. Il est parti ça m'étonne pas. Oui, complètement. Il est parti, je pense, essentiellement de Shadow, mais on pourrait penser à d'autres personnages. Hein. À l'époque, il y avait Doc Savage, il y avait The Spider, qui est encore plus, je crois que c'est le plus noir de tous les Hero Pulp des années 30. Et puis après, on peut en décliner. Évidemment, Daredevil est présent. Et puis, mais ceci dit, on part effectivement sur une base qui est très contemporaine. On ne propose pas tout de suite d'aller vers du cyberpunk, du post-apo, etc. On a très envie de le faire, et on a envie de le faire très vite, parce qu'on est bien conscient du fait que les joueurs, une fois qu'ils auront reçu
le livre de règles, très vite va leur venir l'envie de pouvoir y jouer dans tel ou tel univers, et donc on veut être là pour le proposer. Évidemment, tout ça, ça dépend du succès de la précommande. Bien sûr. Mais écoute, nous, on est optimiste aussi, en tout cas, on croise les doigts. Mais on a vraiment envie de proposer plusieurs autres univers. Moi, la chose qui me plairait le plus, ce serait d'avoir, in fine, une gamme complète d'ouvrages qui sont tous courts, parce que 80 pages environ, ça se lit vite. Tu as vite assimilé le supplément de règles spécifique à cet univers. Tu as très vite appréhendé l'univers qui va tenir sur une quarantaine de pages. Et puis ensuite, tu as tout de suite 2 scénarios. Tu prends le premier, et puis en gros, après avoir acheté le livre, moins de 2 semaines plus tard, tu es prêt à animer ton premier scénario et rentrer dans cet univers-là. Et ça, c'est une idée qui personnellement me plaît beaucoup, parce que avoir 3 mois de lecture devant soi, avoir 6 mois quand on n'a pas trop le temps, parce qu'à côté, on travaille pour lire des livres de 400, 500 pages qui ont été livrés, ça demande beaucoup plus de travail pour le meneur de jeu. Parfois, c'est décourageant. Et puis aujourd'hui, on n'a pas toujours le temps. Donc là, on a vraiment une gamme. Et moi, ce qui me plairait le plus, ce serait qu'il y ait vraiment un auteur français par ouvrage, que chacun vienne avec son style, chacun avec une proposition originale, parce que ces ouvrages-là, en tout cas, il y a un parti pris qui est de proposer à chaque fois un univers original avec un twist. On ne va pas proposer du générique. On ne va pas dire, tenez, voilà l'univers post-apo générique, qui est sans saveur ni rien du tout. On veut vraiment qu'à chaque fois, il y a un twist qui fasse se dire, OK, on est à fond dans ce genre-là, et il y a ce twist-là. Et ça, j'adorerais. C'est vraiment ça l'idée, hein. Les univers, c'est des univers avec une vraie couleur, un vrai twist, une vraie proposition ludique, dans un format relativement compact qu'on s'approprie très vite, avec du scénario et du prêt à jouer, si possible, on l'espère, avec du suivi sur les univers et des scénarios éventuellement indépendants qui viendraient par exemple s'ajouter. C'est important, les outils qui sont dans chaque univers, effectivement, ils pourraient servir à créer n'importe quel univers dans ce style et dans ce genre-là. C'est-à-dire qu'on va retrouver petit à petit, au fur et à mesure des suppléments, ce qui a fait, entre guillemets, le succès du Chroniques oubliées contemporain 1, c'est-à-dire le côté j'ai une boîte à outils et je peux en faire ce que je veux, et tout est compatible parce que c'est la même base d'univers, etc. Et donc je peux mélanger des choses si je veux, mais à la base, chaque univers, il est prêt à jouer, il forme une proposition. Cette proposition, elle est cohérente, et elle, effectivement, donc du coup, j'ai envie de dire, ce premier financement-là, il parle surtout de l'univers contemporain, il porte bien son nom, hein, c'est-à-dire c'est effectivement, comme l'a dit Mehdi, de fin 19e siècle jusque maintenant, de nos jours, et même peut-être un petit peu dans le futur, mais pas trop, parce qu'on rentre pas effectivement dans le cyber et l'anticipation ou les choses comme ça. Et effectivement, on n'aborde pas non plus l'urban fantasy, l'occulte, l'ésotérisme dans ce sens-là, en fait, dans le sens jouer des créatures. Ça viendra dans d'autres suppléments. Ouais. Il y a déjà de quoi faire dans Toulouse Origine. Et comme c'est ce qu'on a dit au début, hein, Toulouse Origine, finalement, quelque part, c'est un peu le chapitre 0 en fait de cette saga-là, dans le sens où c'est déjà un premier univers qui a exactement le même système. Ouais. Alors, par exemple, avec ton supplément sur Vision City, si j'ai envie, je peux faire jouer en prenant les éléments ludiques qui sont à l'intérieur, de règles, etc., des spécificités. Je peux faire du Dick Tracy, du hardboiled avec. Je peux utiliser ça comme ça. Je peux l'utiliser tout à fait comme ça. Donc, c'est un supplément aussi avec un univers, mais aussi d'autres outils qu'on peut utiliser comme on a envie pour créer un univers qui est un petit peu dans cette ambiance contemporaine, plus ou moins sombre, quoi. C'est ça. Avec Romain, on a posé les bases d'un univers, et cet univers-là, il est proposé effectivement avec ses intrigues, ses PNJ, son haut lieu, enfin la ville principale dans laquelle on est vraiment absorbé. Donc il est jouable tel quel. Les scénarios, ils se déroulent dans cet univers-là. Je dirais qu'il y a des petites choses à l'intérieur de cet univers-là qui ouvrent en disant il est peut-être plus large
que ce qu'on a présenté au départ, mais ça c'est parce qu'on veut se garder des cartouches pour la suite. Et et puis par contre, effectivement, les outils, les règles qu'on a conçues, donc notamment avec Mehdi, on les a conçues de manière à ce qu'elles puissent permettre de jouer n'importe quelle histoire de justicier dans un univers où effectivement il n'y a pas de super pouvoir, mais il y a des gens qui prennent les armes et qui se mobilisent. D'accord, ok. Donc là, dans cette précommande, il y a le livre de règles, il y a ta campagne Villain City, et je pense qu'il y a un écran. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'on propose dès le début, sans les thread goals? C'est quoi? Cédric, tu veux répondre ou j'y vais? J'allais dire, il y a tout ça, tout ce que tu as dit, Ouais. mais il y a le KP aussi, il y a la campagne. Ouais. Il y a la campagne dans l'univers de Greenberg. Oui, c'est vrai. Alors, il va y avoir un écran, évidemment, qui accompagnera le livre de règles. Et puis, il y a une campagne que j'ai écrite qui s'appelle MK Pharmakos, et qui lui aussi vient avec sa petite boîte à outils. Pas si petite que ça, parce que le livre la campagne va faire à peu près 350 à 360 pages. Oui, là par contre, on n'est pas dans les 80 pages. Hein. J'ai un peu dépassé. Et donc, oui, c'est une grosse campagne. De scénario pur, il y a entre 180 et 200 pages de scénario pur. Il va y avoir environ 40 pages de PNJ, de personnages en joueurs. Il y en a 70 à peu près, chacun avec sa petite bio. Et puis, le reste, ce sont des aides de jeu. Alors, il y a essentiellement de l'aide de jeu contextuelle, parce que qu'est-ce que MK Pharmakos? Le principe, c'est que ça se passe entre 1967 et 1969. C'est du contemporain historique, un peu politique, ça c'est un peu une obsession chez moi, et un peu horreur. Ça sent le Vietnam, non? Et ça se passe effectivement au Vietnam. On joue de jeunes conscrits qui vont faire leur année de service, hein, parce qu'à l'époque, ils partaient pour un an. Et puis, si tout se passait relativement bien, ils revenaient au bout de 12 mois sur leurs deux pieds, sinon c'était malheureusement dans un sac. Et donc, les joueurs interprètent des GI, mais ils vont pas interpréter le GI classique qui fait ses rotations. Ils vont interpréter une catégorie spécifique de GI qu'on appelait les rats des tunnels. Et les rats des tunnels, à l'époque, étaient des soldats volontaires dont le travail était de descendre dans les tunnels Viet Cong, donc souterrains, et de les explorer, d'éliminer, parfois de se battre au corps à corps dans ces tunnels contre les maquisards Viet Cong, et de les explorer, de recueillir de l'intelligence et de participer à la destruction de ces tunnels. Il y a un fameux site à Cu Chi, non loin de Ho Chi Minh City, ex-Saigon, dans lesquels, pendant plus de 20 ans, des centaines de maquisards, de paysans, etc., ont vécu enterrés. Ils ont commencé la construction de ces tunnels, de ce réseau souterrain pendant l'Empire, quand la France était encore présente, hein, pendant l'Indochine. Et puis, ça s'est développé et ça a pris des proportions très importantes pendant la guerre du Vietnam. Et pour bien comprendre le challenge, quand on est ras des tunnels, on ne peut pas faire plus d'1,70 m. Parce qu'au-delà de cette taille, généralement, on ne rentre pas dans le tunnel. On ne peut pas, on est trop grand et trop large. Les tunnels on rampe à l'intérieur. Donc, c'est une version vraiment hardcore de l'exploration de donjons, mais qui s'est vraiment produite et qui est particulièrement marquante pour ceux qui l'ont vécu, évidemment. On respire mal, il fait très chaud, on est au milieu, on n'y voit rien du tout. Si on allume sa lumière, on prend le risque, sa lampe torche, on prend le risque d'être repéré et de devenir une cible ambulante pour les Viet Cong qui sont embusqués à l'intérieur. Si on est pris au piège et qu'un Viet Cong arrive à jeter une grenade, on est mort, parce que les déflagrations à l'intérieur d'un espace confiné sont absolument dévastatrices. C'est bourré de pièges, ce qu'on appelle les punji. Les pièges punji, en fait, en gros, ce sont des pièges artisanaux, hein, généralement des bambous pointus tendus, accrochés à une ficelle qu'on déclenche, et
et ça se rabat violemment, ça vous empale, ou alors ça peut contenir, à l'intérieur, il peut y avoir un serpent venimeux, ils peuvent mettre des scorpions dans une petite cagette, enfin il y a plein de sortes. Mhm. Pour ça, les maquisards étaient extrêmement imaginatifs, faute d'avoir les moyens des Américains. Mhm. Et derrière ce récit-là, c'est le thème, du moins que je voulais explorer, bon, de manière ludique, hein, ça reste un jeu évidemment, mais c'est celui de la déshumanisation de l'autre. Comment est-ce qu'on en vient à employer la violence contre un autre et à vouloir la mort d'une autre personne, alors qu'à la base, on a grandi dans une petite ville tranquille du Midwest, dans laquelle tout le monde respecte la loi, tout le monde Mhm. se salue, tout le monde est courtois. Et du jour au lendemain, à l'âge de 18 Mhm. ans, on se retrouve dans un pays dans lequel on Mhm. est clairement un intrus, on ne comprend pas les habitants, on réalise très vite qu'on n'est pas arrivé, on croyait arriver en sauveur, mais on ne l'est pas du tout, on est au contraire traité, enfin, est perçu comme un envahisseur et un oppresseur. Et comment est-ce qu'on arrive à se convaincre de tuer son prochain, d'une part, et comment est-ce qu'on survit à la violence et au choc traumatique que ça génère. Donc, Mhm. il y a sa petite boîte à outils à côté des aides de jeu contextuelles qui évidemment parlent du contexte politique très polarisé de l'époque, qui nous rappelle un Mhm. petit peu l'actualité Mhm. malheureusement. Ouais. Mais vraiment, quand on compare les deux, on se rend compte à quel point on retrouve cette polarisation au sein de la société. Et puis à côté de ça, donc cette petite boîte à outils, elle contient une échelle qui est l'échelle du Mhm. stress post-traumatique, qui va permettre au meneur de jeu de gérer un peu les effets des chocs et de la montée en stress post-traumatique des joueurs pour faire un peu ressentir ce que c'est que de traverser un an de Mhm. guerre, Mhm. de violences vécues, infligées ou subies. Et à travers ça, ça commence évidemment par un récit de guerre, c'est assez linéaire. J'ai fait en sorte que ça commence, on va dire, pas tellement en douceur, c'est un récit de guerre dès le début, hein, mais Mhm. que ça se passe de manière progressive au niveau de la complexité du récit. On commence par des scénarios courts, environ 5 pages pour les 2 ou 3 premiers Mhm. scénarios. C'est structuré en épisodes, un peu comme une série télé. Et Mhm. puis, l'épilogue, qui correspond à peu près à 25% de la Mhm. campagne et qui se déroule après le retour des personnages aux États-Unis, Mhm. lui fait une cinquantaine de pages et beaucoup plus en mode bac à sable. Ouais. Donc on a D'accord. évidemment les éléments pour créer des personnages de cette époque-là, avec des Mhm. conseils, quelques aménagements techniques, une nouvelle voie, la voie du rat des tunnels, et puis cette échelle du stress post-traumatique avec Mhm. des règles pour gérer les traumatismes Ouais. qui vont avec. Voilà en gros l'idée, le thème, Mhm. et donc oui, 350 pages. Ouais, 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 ouais. Il y a un film qui s'appelle Tunnel Rat, je sais pas si tu l'as vu, du Weibol, mais il rend pas du tout hommage à ce qu'ont enduré les Non, soldats c'est qui très dur. étaient. Ouais, C'était voilà. extrêmement dur et traumatisant Ouais. pour tous. Et on parle assez peu d'eux. Non, c'est vrai. Il y a il y a quelques très bons livres, enfin, ils sont assez rares, mais il y a quelques très bons livres sur le sujet, Mhm. notamment Tunnel Rats, Mhm. le livre, Mhm. et puis quelques témoignages d'autres, parce que les Américains n'étaient pas seuls hein, sur place. Ça s'est passé un peu à la manière de la première guerre, de la seconde, pardon, guerre du Golfe, où il y avait une forme de coalition un peu artificielle pour justifier une intervention internationale, pour un peu légitimer l'intervention américaine. Et ils avaient entraîné avec eux quelques autres pays. Bon, la Mhm. Thaïlande était présente, la Corée du Mhm. Sud, mais également l'Australie. Et les Australiens, notamment le Threefield Troop, qui sont des sapeurs, donc des ingénieurs, hein, un régiment d'ingénieurs, en gros du génie militaire, enfin du génie civil en l'occurrence, avaient une équipe de rats des tunnels. Donc, il n'y avait pas que des GI américains Mhm. qui exploraient les tunnels, il y avait également ces Australiens. Euh, mais bon, les Australiens sont faits un peu différemment, donc manifestement, en tout cas, quand j'ai lu le bouquin, ils avaient l'air de beaucoup plus en rigoler que les Américains. D'accord. Ah ben, écoute, c'est un sacré morceau ce truc. Écoute, franchement, moi qui suis passionné d'histoire, c'est sûr que ça me branche. Hein, franchement, c'est le genre de truc qui me plaisent bien. Donc en fait, c'est vrai que vous avez un côté très très sérieux, branché historique, un côté qui est de l'urban en fait, hein, avec un peu dans tous les Ouais. styles qu'on peut. Ouais, c'est vrai qu'en fait que le spectre il est quand même assez large. Moi, j'avais un petit peu peur au début qu'on se retrouve coincé, bloqué un petit peu sur
un autoroute un peu cloisonnée. Mais non, en fait, il y a pas mal de trucs. Non, non. À part le fait qu'il n'y a pas encore le futuriste et qu'il n'y a pas encore effectivement la magie et les super pouvoirs, pour le reste, c'est très très complet en fait. C'est déjà très très complet. D'accord. Et effectivement, pas d'inquiétude pour les personnes qui attendent entre guillemets la suite. Si cette partie-là elle marche, effectivement, en stock, la suite elle est là en fait. Mais on fait les choses dans l'ordre et un élément à la fois. Oui, et puis Bon, on compte sur le soutien, hein, évidemment, des pledgers pendant la précommande pour nous donner les arguments de poids pour pouvoir continuer, évidemment. Hein. Ça, c'est l'argument numéro un. En tout cas, comme tu l'as dit, avec ce livre de règles, Vigilant City et MK Pharmacos, on démontre on montre comment on peut exploiter à la fois en mode pulp, aventure, et en mode dramatique, sérieux, cette base de règles assez complète qui est la seconde édition de Chroniques oubliées contemporain. D'accord. Et bon, c'est une question que je pose d'habitude quand il sort une seconde édition, mais bon là, la question, il était tellement sorti peu de choses dans la première édition mais est-ce que par exemple certains scénarios, etc., on peut quand même les bidouiller pour les faire jouer il sortit un recueil de scénarios par exemple pour la première édition, c'est possible ou pas? Oh oui, honnêtement, il y a une chose de certaine. Enfin, s'agissant de Chroniques oubliées, on est sur un système qui repose sur un des 20, 6 caractéristiques, 7 maintenant, hein, avec la seconde édition. Mais la 7e, on sait que c'est en gros ce qu'on faisait avec le charisme, qu'on dissocie et on le fait avec. On garde pour le charisme tout ce qu'on utilisait pour la communication, les interactions sociales, et puis la volonté se reprend le relais de ce qui avait trait à la on va dire à la capacité de résister, au choc psychologique, à la détermination, etc., à la force de caractère. Et puis derrière, les voies, c'est le même principe. Les étapes préjudiciables, c'est le même principe. Alors évidemment, ce ne sont pas exactement les mêmes. Le détail des étapes préjudiciables n'est pas le même. Le détail des voies n'est pas le même. Donc voilà, on trouve quand même beaucoup de similitudes entre la première et la seconde édition parce que la base est exactement la même. À part la caractéristique volonté qui s'est ajoutée. L'échelle, comme je l'ai dit, on peut l'utiliser quand elle est fournie. On peut inventer la sienne, je donne tous les outils pour pouvoir le faire. Mais on peut aussi ne pas l'utiliser, ça n'a aucune incidence, aucun impact. Et puis, pour le reste, reprendre les règles de combat et la règle de course-poursuite, il suffit d'avoir le nouveau livre de règles et de se référer à ça plutôt qu'au premier ouvrage. Généralement, il y a très peu de différence dans les scénarios de ce point de vue-là. Et on peut même s'amuser à piocher en attendant dans la boîte à outils qu'était la première édition, les différents genres, en attendant qu'on sorte les ouvrages avec les mises à jour. Ça aussi. Hein. Dans la première édition, la seconde, on peut piocher dans la première en attendant d'avoir les éléments de la seconde. Oui, un peu comme Fantasy. Bon, c'est vrai qu'il y a cette caractéristique en plus, mais c'est vrai que dans Fantasy, la deuxième édition, c'est pas très difficile de réadapter les anciennes campagnes qui étaient sorties dans Fantasy. Non. Après, c'est vrai que tellement souple, Chronique oubliée, même si ça s'éloigne un petit peu des origines de la 3.5, on est quand même un petit peu. C'est quand même vachement un outil qui est très malléable en fait. Hein. Ouais. Oui. Complètement modulaire, qui a pris son autonomie par rapport à l'édition 3.5 en particulier avec la seconde édition. Je pense que là, pour le coup, l'émancipation est totale. Mais l'aspect modulaire est complètement préservé et c'est ce qui fait la richesse de cet univers. Hein. C'est la raison pour laquelle, moi qui suis un vieux, ça fait 40 ans que je fais du jeu de rôle, quasiment. Donc, c'est horrible de le dire. C'est comme moi. Hein. C'est un truc de. Ah, il est plus jeune, Cédric. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Mais oui. Ça joue à un an ou deux, je pense. Ah ouais, tu crois. Quand même. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est un système que j'ai, quand je l'ai découvert, que j'ai beaucoup apprécié parce que justement, il me permettait de faire enfin tourner des univers, surtout action pulp, adventure pulp, que j'arrivais pas à faire tourner avec les autres univers. Bon, j'ai parlé tout à l'heure de Holler's Expedition.
J'adorais l'univers, avec mes potes, on trouvait ça génial, mais le système de jeu nous laissait... on n'y arrivait pas. Et quand je l'ai passé sous Chronique oubliée, c'était pendant la pandémie d'ailleurs, on était tous cloisonnés chez nous. Je leur ai animé évidemment par Zoom interposé une aventure, et ça s'est super bien passé parce que ça nous permettait justement de créer des personnages très facilement. Le système de réalité est très facile, et puis le système des voix en particulier. Le système des voix et des capacités. Alors je sais qu'il y a des gens qui préfèrent les systèmes à compétences. Moi, j'aime bien les deux quand c'est bien fait. En l'occurrence, c'est bien fait pour les systèmes de capacité de Chronique oubliée. C'est particulièrement réussi parce que c'est très imagé. On a la voix du véhicule, on comprend tout de suite que le personnage, on n'a pas besoin d'inventer, on n'a pas besoin de partir d'un archétype, puisque le personnage, à travers les voix, devient un archétype, mais un archétype avec plus de richesse et de modularité. Et c'est une chose qui m'a beaucoup plu dedans. En fait, au travers de chaque voix, on peut donner des espèces de thèmes à un personnage. Et en plus, plutôt que d'appartenir à une classe de personnages. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font aussi aujourd'hui sur les systèmes basés sur le Donjons et Dragons historique. Ils mettent effectivement une classe de personnages, et puis après derrière, souvent on a des archétypes ou des variantes ou des sous-classes ou des choses comme ça. Et donc ils finissent par essayer de nuancer les personnages pour pas qu'ils restent trop archétypaux. Là, en fait, Chroniques oubliées n'a pas besoin de faire ça. Il n'y a pas besoin de faire ça parce que chaque voix, on l'a choisi librement en fait dans une série de voix, et donc c'est comme rajouter un thème à son personnage. Et donc mon personnage, il a 3 thèmes, ou il a 4 thèmes, ou il a 5 thèmes. Puis j'ai plus ou moins avancé dans ces thèmes-là. Moi, ça m'est arrivé de faire des personnages de Chroniques oubliées dans lesquels effectivement il y a une voix sur laquelle j'ai pris que les 2 premiers niveaux, parce que arrivé à ce niveau-là, j'étais déjà bien par rapport à ce que je voulais raconter de ce thème-là. J'ai concentré mes points sur d'autres. Tout à fait. Ouais. Voilà. Et en fait, ça raconte un peu est-ce que on peut raconter des tas de choses. On peut se retrouver effectivement avec un personnage qui a par exemple une voix du discours parce qu'il a eu un passé d'arnaqueur ou de politicien ou de beau parleur, etc. Et puis qui essaie de se racheter une conduite, et donc du coup il va pas remettre plus de points que ça dans celle-là parce qu'il fait d'autres choses maintenant. Et effectivement, finalement, c'est pratique comme outil. C'est parlant. C'est parlant, y compris pour des gens qui débutent. Ouais, tout à fait. C'est les carrières de Warhammer en moins usine à gaz. En fait. Oui, voilà. Et puis les chemins étaient parfois un peu tortueux. Purée, ouais. Non, mais c'est vrai que moi, par exemple, ma table aime beaucoup aussi Chroniques oubliées. Ils adorent ça. Les plus anciens comme les plus jeunes. Enfin, les plus jeunes sont les plus anciens, enfin, façon de parler, parce que les vieux apprennent à jouer parce qu'ils n'avaient jamais joué avant, et les jeunes, c'est mes enfants, ils jouent depuis longtemps. Et c'est vrai qu'ils aiment tous Chroniques oubliées par le fait qu'on en fait un petit peu ce qu'on veut, et que c'est vraiment intéressant pour tous les niveaux de joueurs. Et j'avais été bluffé, parce que, alors là, je digresse comme un malade. J'avais été un peu bluffé par Chroniques oubliées Galactique. Mes joueurs sont restés vraiment scotchés devant les choix des voix et la façon dont on pouvait construire le personnage comme on avait envie. Et donc, on a replongé encore dans Chroniques oubliées, on rejoue encore à Chroniques oubliées. Et je dois avouer, Mehdi, que je suis en train de lire l'origine. C'est honnêtement, je le dis là, voilà, bon. On devra parler de Chroniques oubliées contemporains, mais Chroniques origines, c'est une tuerie. Hein. Franchement, c'est génialissime. Franchement, voilà. J'espère que ça va faire un gros succès et que tu vas en vendre plein, parce que c'est vraiment génial. Voilà. C'était pour clôturer. Je finis sur un compliment. Je suis content. Voilà. Bon, merci messieurs d'avoir participé à cette petite interview pour accompagner le lancement de la campagne de précommande de Black Book. Je vous souhaite une grande réussite. Hein. Franchement, j'espère que ça va marcher. On croise les doigts. Hein. Ouais, moi, je suis pas honnêtement, je suis pas trop inquiet quand je vois un petit peu comment le Chronique Fantasy, Chronique oubliée a conquis pas mal de monde. Et vraiment, c'est très très large au niveau de la possibilité ça intéresse plein de monde en fait. Et il y a pas mal de monde qui sont intéressés par cette multiplication de propositions d'univers. Voilà. J'étais un peu déçu par Chroniques oubliées contemporains, voilà, et je suis content qu'il y ait une deuxième édition qui sorte. Merci. Si vous voulez dire un dernier mot, n'hésitez pas, vous êtes là pour ça. Ça va ? C'est vrai.
Non, moi, enfin voilà, je suis content d'avoir participé à ce projet-là. Il y a vraiment un gros potentiel sur le système, et j'espère que le public va le voir, va l'essayer, va l'aimer. Voilà. Mehdi. Pareillement, hein, on a plein de projets, donc on espère que qu'un maximum de monde suivra et nous fera confiance. Ouais. En tout cas, on a travaillé très dur dessus et on y croit pour plein de raisons, mais surtout parce que on a lu dans le détail tout ce qui a été écrit. En tout cas, pour ma part, par Romain, par Cédric, par Marc Clément. Et c'est super encourageant. Enfin, j'ai lu Vigilant City, ça m'a donné envie d'y jouer. Et j'espère qu'MK Pharmacos, qui s'inscrit dans le même univers que l'héritage Greenberg, une autre campagne que j'avais écrite, plaira également. En tout cas, voilà, on vous attend le 31 mars. Hein, donc, voilà. Ouais, et ça sera fait, je pense. Il y aura du monde. Ah oui, j'espère. Il y aura du monde. Et pensez à l'espionnage, messieurs. Pensez à l'espionnage. Ça manque en jeu de rôle français, la proposition. Oui. Ouais. Bonne soirée, messieurs. À bientôt. Merci. Bonne soirée.